Cette question stratégique et tactique que je me pose actuellement sur le marché des matières premières et le marché des changes. Première question, faut-il acheter le repli du cuivre sur le marché des matières premières? Est-ce une opportunité? Deuxième question, aluminium et zinc. Même question, même raisonnement que pour le cuivre. Faut-il chercher à se positionner sur le repris de l'aluminium et du zinc? Quelles sont d'ailleurs les différences fondamentales entre cuivre, zinc et aluminium en lien avec les hyperscalers, le développement des data centers IA? Quatrième question, nous passons sur le marché des matières premières agricoles. Vous avez peut-être lu des articles sur le rebond du prix du maïs depuis le début de l'été. Faut-il en profiter? Faut-il chercher à se positionner ou est-ce du vent? Quatrième question, je l'ai déjà traité, je la retraite, j'actualise. L'or et l'argent vont-ils enfin se stabiliser alors qu'ils corrigent fortement depuis le début de l'année? Cinquième question, le pétrole va-t-il connaître un été haussier ou finalement a-t-il définitivement marqué son point haut il y a maintenant 2 mois sur le marché des matières premières? Je passe sur le forex. Sixième question, carry trade, chant du cygne ou véritable nouveau départ de tendance? Attention, le positionnement devient extrême. Je vais vous montrer des choses intéressantes. Les dernières questions. Le dollar US va-t-il garder le contrôle sur le marché des changes? 7 questions. Certaines sont stratégiques, d'autres sont tactiques. Et désormais, voici maintenant ma réponse argumentée. Bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Les 7 questions tactiques et stratégiques qui se posent maintenant sur le marché des matières premières et le marché des changes. Découvrons-les ensemble. Certaines d'entre elles peuvent donner le point de départ de stratégie de trading en préparation. En tout cas, lorsqu'un actif se replie en bourse, dans le cadre d'une tendance haussière de fond, c'est toujours la même question à se poser. Ce repli dans le sens de la tendance haussière de fond est-il une opportunité ou au contraire, est-il un changement de régime, une inversion de tendance? Cette question, mais tout d'abord, je vais expliquer précisément quelle distinction je fais entre questions stratégiques et questions tactiques. Bon, ça fait référence bien sûr au vocabulaire de la guerre, mais ici rien à voir. Mais je pense que vous avez bien compris la différence. Si ce n'est pas le cas, je vais commencer par m'expliquer. Les 7 questions, je vous les ai données en introduction, donc on passe directement au vif du sujet. Et tout d'abord, question stratégique versus question tactique, quelle est la différence? Alors, grosso modo, une question stratégique concerne le temps long. Une question stratégique concerne le temps long et une question stratégique a un impact global macro. Attention, ce n'est pas que l'horizon de temps. Une question stratégique n'est pas que le moyen long terme, une question tactique n'est pas que le court terme. Une question stratégique est certes, alors j'affiche quand même les explications que j'ai pris le temps d'écrire, une question stratégique est certes quelque chose qui se pose sur le temps long, c'est-à-dire une question qui peut amener à une tendance de plusieurs mois, voire davantage, mais surtout, cette tendance de plusieurs mois, voire davantage, a un impact sur toutes les autres classes d'actifs. Vous pouvez vous poser une question stratégique, une question, pardon, moyen-long terme sur un actif mineur qui n'a aucun impact en termes de corrélation, c'est du moyen-long terme, mais ce ne sera pas pour autant stratégique. Parce que la couverture, l'impact en termes de corrélation sera finalement réduit à ce propre actif. Voilà, donc ça va être le cas par exemple si vous prenez une action isolée dans son secteur, dans son activité. Je dirais peu importe la tendance de fond qu'elle va prendre, elle n'aura pas d'impact global macro. Une question tactique, ça concerne, alors effectivement, c'est le court terme. Une question tactique, ça concerne le court terme, c'est-à-dire qu'en fait, l'aspect stratégique n'est pas en question. Je vais notamment vous parler du cuivre. Le cuivre, ou d'un point de vue stratégique, eu égard au décalage entre l'offre et la demande, cette fameuse asymétrie dont je vous ai déjà parlé, la question de fond ne se pose pas. C'est une tendance haussière de fond et elle a encore de bonnes raisons de se relancer. La question tactique est à quel prix revenir à l'achat? Quand se repositionner? Et là, effectivement, donc, c'est une histoire d'horizon de temps court terme.
Alors, je ne sais pas si les choses sont bien claires. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Parmi les 7 questions que je pose, certaines sont d'ordre stratégique, d'autres sont d'ordre tactique, d'autres, c'est un peu les 2 à la fois. Enfin voilà, ça me paraissait important de clarifier tout de suite la situation. Alors, les 7 questions que je me pose, avec quelques explications fondamentales, je les prends une par une et ensuite, nous allons rentrer un peu plus en détail. Première question, le dollar US va-t-il garder le contrôle? C'est le thème qui conditionne presque toutes les autres classes d'actifs. La tendance de fond que prendra le dollar, et vous savez qu'il est au contact d'un pivot technique, impacte à la fois la plupart des paires de devises sur le marché d'échange, mais aussi toutes les matières premières. Le dollar US, c'est le facteur fondamental dominant. Le dollar fort exerce une pression sur l'or, par exemple. Vous savez, je vous ai fait une émission spéciale sur l'or. Quant à savoir si sa chute allait se terminer, la réponse est non tant que le dollar est bullish. La réponse sera probablement oui si le dollar échoue sous résistance ou finit par se renverser. Alors cette tendance du dollar dépendra directement des anticipations de politique monétaire liées à la Fed, c'est-à-dire des chiffres de l'inflation qui vont tomber cet été, de l'évolution du prix du pétrole, du marché du travail, de l'inflation sous-jacente, du TRIM PCE, je vous renvoie vers le dernier Top Gun que j'ai fait, l'indicateur d'inflation favori de la Fed, ce que regarde vraiment Kevin Warsh, et c'est pas finalement ce dont on a l'habitude, c'est oui, il y a le PCE Core, mais c'est le TRIM PCE, et ça c'est important. Deuxième question qui est aussi d'ordre stratégique, peut-être même systémique, le grand retour des stratégies de carry trade ou finalement est-ce simplement le chant du cygne? Et oui, vous l'avez noté, le yen japonais a fait un nouveau plus bas. Donc effectivement, lorsqu'on parle là de stratégie de carry trade, je parle essentiellement du yen qui est la devise de financement. Vendre du yen pour aller se positionner sur des devises et des actifs qui rapportent beaucoup plus. L'environnement des taux d'intérêt est globalement encore bas au Japon, même si les taux remontent, notamment les taux du marché. Mais le taux de la Banque centrale n'est qu'à 1%. C'est encore pire en Suisse, hein, les taux sont proches de zéro. Donc ce sont des devises de carry trade. Attention, est-ce vraiment, puisque j'ai pu voir des articles, des opinions, disons que ça y est, c'était reparti et qu'on allait avoir des mois. Moi, j'ai des indicateurs qui me disent que, attention, non. Le positionnement baissier sur le yen est à un niveau extrême historique. Vous allez voir, je vais vous montrer un graphique super intéressant. Il revient en contact. Le positionnement baissier revient en contact d'un méga support, potentiellement un rebond du yen. Ah, et alors, la Banque centrale intervient, je vous ai fait une émission de Chubé. Là, on aura un autre angle d'attaque. Le cuivre est-il une opportunité après sa correction? Donc c'est le métal industriel le plus suivi par les institutionnels. Il est stratégique pourquoi? Parce qu'il est directement lié aux besoins liés à l'intelligence artificielle, à l'électrification, aux voitures électriques, aux data centers. Il est traded. Bien sûr, la Chine est le premier consommateur mondial de cuivre. C'est aussi donc un baromètre de l'état de santé industrielle de la Chine. Mais il y a ce lien avec l'IA. Clairement, je vous donne la réponse. Le cuivre est-il une opportunité? Oui, les corrections du cuivre sont une opportunité, mais pas n'importe où et pas pour viser n'importe quel prix. Est-ce qu'on peut avoir le même raisonnement sur l'aluminium et le zinc? Oui et non. Peut-être un peu sur l'aluminium. Et encore lui, techniquement parlant, revenir à l'achat sur l'aluminium, ok, mais pas tout de suite, car là, il a validé quand même des signaux de prise de profit importants. Le zinc, c'est encore une autre histoire, qui est surtout liée au cycle industriel chinois, quasiment pas en fait à l'intelligence artificielle. L'or et l'argent peuvent-ils enfin repartir? Alors, j'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet, mais je vais actualiser mon point de vue. Le pétrole peut-il rebondir cet été? Bon, alors le pétrole rebondira cet été s'il y a à nouveau des perturbations d'offres à travers le détroit d'Ormuz. La normalisation, bon, on sait ce qu'elle est, elle est très lente. L'actualité, elle continue de changer tous les 2 jours. Bon, il n'empêche, techniquement parlant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels sont les seuils techniques de risque de réaccélération, et au contraire, d'apaisement? Et enfin, faut-il acheter le maïs? Oui, je vais vous parler d'une matière première agricole. Pourquoi? Parce que là, j'ai lu des âneries. Je suis tombé sur un article Bloomberg. Alors souvent, bah, je lis beaucoup la presse, les avis Bloomberg, ça me donne aussi des idées. Je suis tombé sur un article Bloomberg, pourtant c'est sérieux, Bloomberg, qui dit: «Le maïs rebondit depuis le début de l'été à cause de la canicule en France». Alors je veux bien que ça joue un peu, mais la France, c'est 1% de la production mondiale de maïs. 1%. Les États-Unis, c'est 30%. Alors là, oui, la sécheresse actuellement aux États-Unis peut être un sujet. Que dit l'analyse technique? Du coup, effectivement, si cette sécheresse doit durer, ça peut être pas mal d'avoir une position longue sur le maïs. Enfin bon. Bref, on va regarder aussi les graphiques. Donc c'est parti. Les 7 questions, je les ai résumées.
Maintenant, eh bien, regardons-les plus en détail, surtout regardons la partie graphique. Le dollar US va-t-il garder le contrôle du FX? Et oui, chers amis, attention, les positions longues, les positions acheteuses sur le dollar américain sont revenues à un plus haut de 10 ans. Les positions longues sur le dollar américain sont revenues à un plus haut de 10 ans en faisant l'agrégation de la valeur du dollar face à toutes les devises majeures au plus haut. Et donc, au plus haut depuis 10 ans, donc il y a forcément des institutionnels qui jouent la hausse, mais au moment où cette vidéo est enregistrée, le pivot technique d'accélération haussière n'a pas été franchi. Mais les positions sont au plus hautes. Ça, c'est le dollar US face à un panier de devises majeures. En réalité, bon, c'est 50% l'euro, un peu plus. Mais quand même, là, il y a toutes les monnaies. Et lorsqu'on creuse, parce que en fait, l'euro-dollar, c'est plus de la moitié de l'explication du dollar US, mais en version inversée, vous me suivez. Lorsqu'on regarde précisément les données sur le dollar US, sur donc l'euro-dollar, les données institutionnelles sur l'euro-dollar, eh bien, on a effectivement un record de 10 ans des positions short, mais les positions longues augmentent aussi. Et donc la position nette est à l'équilibre. Et en réalité, nous avons donc toujours ce dollar américain au contact de ce fameux pivot technique, cette bande des 100-102 points, dont je n'arrête pas de parler, vous expliquant que si ça passe, on va prendre 5% de plus, et si ça rejette, on fera un rejet de ce type-là, et on repartira au sud. Et c'est intéressant de noter qu'alors que le dollar est au contact de ce niveau, et que l'incertitude reste importante quant à ce que fera la Fed en septembre, eh bien, le dollar reste collé à ce pivot technique. Et d'ailleurs, si vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, ça ressemble un peu à cette pattern ici. Et le signal d'accélération avait été donné en sortie de Kumo. Alors, est-ce que là, le signal sera donné en sortie de Kumo ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, on va rejeter? En tout cas, c'est la principale question stratégique que je me pose sur le marché des changes et des matières premières, parce que ça impacte toutes les paires de devises et ça impacte toutes les matières premières. Ce choix que fera le dollar US, c'est ça, la question principale qu'il faut se poser en ce début d'été. Deuxième question stratégique, est-ce vraiment le grand retour des stratégies de carry trade? Au contraire, est-ce le champ du cygne? Alors, bon, carry trade, soyons clairs, on parle en fait de vendre le yen pour se financer en yen pour aller investir dans des devises, ça peut être émergentes, qui rapportent beaucoup plus. Effectivement, je vous comparais le cycle des taux d'intérêt au Japon avec les taux d'intérêt dans beaucoup de grands pays émergents, mais aussi d'autres pays occidentaux, ça reste la meilleure devise de carry. Bon, ok. Attention, attention, c'est vieux les stratégies de carry trade. Le yen est au plus bas historique. Le positionnement vendeur sur le yen est au plus haut. Et le positionnement vendeur sur le yen atteint un niveau extrême déjà vu dans le passé qui crée des renversements. Alors n'est-ce pas là le piège de croire que le yen va s'effondrer alors qu'il est déjà au plus bas, que le positionnement est extrême et qu'historiquement, et qu'on le voit très bien dans l'analyse technique, quand le positionnement est extrême, on n'est pas loin du renversement. Alors je repose la question. Stratégie de carry trade. Vraiment, est-ce relancé pour des mois ou est-ce le champ du cygne? Eh bien, regardons ça. Tout d'abord ici, vous avez le positionnement institutionnel sur le yen. Il est au plus bas archi baissier, non pas de 5 ans, pas de 10 ans, il est au plus bas de 20 ans. Plus bas de 20 ans. Dans des zones clairement, ça peut se renverser à la hausse et si le positionnement se renverse à la hausse, c'est un rebond du yen et si c'est un rebond du yen, c'est l'USD yen qui finira par baisser, les paires yen qui finiront par baisser. Je vais sur le dernier rapport Commitment of Traders et je regarde le positionnement sur la paire JPY yen. La position nette ici en jaune, elle est sur un énorme support pluriannuel. Pas loin. Est-ce donc le début d'un renversement du positionnement sur JPY-USD et donc un début de rebond du yen? On pourrait le comprendre. Le yen, là, en orange, est tout en bas. Le yen fait un nouveau plus bas. Mais la Banque centrale remonte ses taux. Les taux obligataires japonais n'arrêtent pas de monter. Le bilan de la Banque centrale du Japon baisse. Tout ça va, sans compter que la Banque centrale peut intervenir directement sur le FX. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur ce sujet. Alors vraiment,
les articles qui disent que c'est reparti pour le carry trade et que le yen va s'effondrer beaucoup plus bas. Je dis, attention, c'est peut-être un piège et peut-être le champ du signe avant un rebond. Et donc finalement, à la fin, un USD yen qui finira par rebaisser. Attention, c'est une question stratégique que je pose. Bon, ouais, voilà. Chacun peut avoir son opinion. Continuons. Alors vous avez vu hein, que je prends les questions pas dans l'ordre de l'introduction, c'est pas grave. Faut-il acheter, alors tout est chapitré, la barre de temps chapitrée, vous pouvez aller directement à la question qui vous intéresse le plus. Faut-il acheter la correction du cuivre, du copper? Alors là, je vais répondre oui. Au moins, le GAN donne enfin, youpi, une réponse claire. Oui, oui, oui et oui. Honnêtement, oui. Faut-il acheter la correction du cuivre? Pour deux grandes raisons. Première raison, c'est le métal industriel par excellence consommé par la Chine. C'est le baromètre du dynamisme de l'activité industrielle en Chine. Et bonne nouvelle, je suis allé voir les toutes dernières mises à jour des mesures du secteur manufacturier chinois, que ce soit des mesures privées ou des mesures officielles, notamment celui de la NBS. Oui, le secteur industriel chinois continue de se reprendre, continue d'être en phase d'expansion, et cela se confirme depuis donc les 2-3 derniers mois. Donc ce secteur industriel est dynamique. Deuxième raison, parce que de tous les métaux industriels majeurs, le cuivre est celui qui est le plus lié à l'explosion de ces data centers construits par milliers par les hyperscalers, les Google, les Amazon, etc. L'IA, les data centers, à eux seuls, représentent maintenant 2% de la consommation mondiale de cuivre. Et vous savez qu'il y a une asymétrie énorme, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, il y a une visibilité sur la demande en data center à horizon 3-4 ans. Cette consommation de cuivre continue d'augmenter, mais le cuivre, ce n'est pas que l'IA, ce n'est pas que les data centers. Le cuivre, c'est tout ce qui est lié à l'électricité, c'est les voitures électriques, c'est l'électrification du monde. Et de manière générale, le cuivre, c'est donc le meilleur baromètre de l'activité industrielle en Chine. Il faut en moyenne 17 ans pour développer une nouvelle mine de cuivre. Asymétrie offre-demande, réflexe, quand ça corrige, c'est une opportunité. Et donc, si vous vous tournez vers le cuivre sur TradingView qui s'appelle XCU-USD, eh bien, ce que l'on sait, c'est que ce XCU-USD a atteint donc déjà un objectif de cours. Il y avait eu donc un superbe breakout haussier, ce fut en début d'année 2025. Breakout haussier, l'objectif théorique, c'est donc le report de ce range qui s'était construit entre 1,96 et le niveau des 4,60, 4,70. J'ai mis ici les extensions de Fibo. Une première cible a été faite au 0,618, mais la vraie cible finale de la hausse se situe au niveau des 7. Donc, là, actuellement, à court terme, c'est un repli court terme. D'ailleurs, on voit que historiquement, ce marché est acheté dès qu'il bascule un petit peu, donc avec l'explosion de l'IA et depuis l'explosion de l'IA, dès qu'il bascule sous la moyenne mobile à 200 jours, ici en bleu, achat, achat. Souvent, on fait un petit range en dessous, petit range sous la 200, petit range sous la 200, accumulation sous la 200, accumulation sous la 200, accumulation sous la 200. Et bien là, quasiment rebond sur la moyenne mobile à 200 jours. Bref, dès que le cuivre revient osciller autour de la moyenne mobile à 200 jours. Je peux y ajouter les enseignements du système Ishimoku aussi en données hebdomadaires, c'est-à-dire revenir au contact du Kumo Weekly. Regardez, ça correspond. Kumo Weekly, c'est, regardez à droite, moyenne mobile à 200 jours. Là, ça se paye pour viser 7. Notez-le, ça ce sont des stratégies de trading en préparation. Il faudra payer sur ce niveau le cuivre. Et sans hésitation et sans ambiguïté. Alors, y a-t-il une même clarté sur la correction actuelle de l'aluminium et du zinc sur le compartiment des métaux industriels et sur le marché des matières premières? Non, c'est très différent. Quand bien même le cuivre, l'aluminium et le zinc sont des métaux industriels, quand bien même le cuivre, l'aluminium et le zinc sont tous les trois liés au dynamisme industriel de l'économie chinoise, eh bien, c'est le cuivre qui a un impact, dont le prix est impacté directement par le développement des data centers liés à l'intelligence artificielle. L'aluminium, oui, car il participe à la structure des data centers, aux lignes électriques à haute tension, au système de refroidissement. Le zinc, un peu moins.
Mais l'aluminium et le zinc sont quand même des baromètres du dynamisme de l'activité industrielle en Chine. Alors regardons ce que donnent les choses sur le plan technique. Autant ces choses étaient limpides sur le cours du cuivre, le sont-elles sur l'aluminium et le zinc. Alors je vais commencer par le zinc, où sur le zinc, vous avez, ma foi, une tendance haussière aussi. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Le marché rebond, il passe sous le Kumo Weekly, correction. Il dépasse le Kumo Weekly, c'est bullish. On repasse sous le Kumo Weekly, c'est bearish. On repasse au-dessus du Kumo Weekly, c'est bullish. Le marché évolue au-dessus de son nuage weekly du système Ishimoku. La dynamique est propre. Les corrections court terme sont payées. Moi, je dis effectivement, oui, le zinc peut s'acheter sur repli court terme, et ce tant qu'il évolue au-dessus de son nuage pour viser un retour au contact des records, ce qui fait quand même un upside qui n'est pas rien. Ensuite, l'aluminium. Alors l'aluminium, attention parce que il y a eu un rejet ici donc au milieu du mois de mai, à la faveur ici de cette divergence baissière. Ça ressemble un peu ici à ce rejet, sauf que l'aluminium était sorti par le haut en novembre dernier d'une énorme phase d'accumulation, un range de 4 ans, regardez 2022, 2026, 2022, 2026. Et lorsqu'on le sort par le haut d'une telle largeur d'accumulation, en général, c'est pour au minimum retrouver l'ancien record, voire aller au-delà. Donc oui, le repli du cuivre, le repli de l'aluminium est aussi une opportunité. Et j'aurais tendance à vous dire que comme le cuivre, un aluminium qui viendrait retravailler sa moyenne mobile à 200 jours ou son Kumo Weekly peut être une opportunité pour viser le record historique ici sur le prix de l'aluminium. Et là, l'aluminium high grade, lui, il est déjà d'ailleurs revenu en position d'être pas loin intéressant. Commence à osciller sous la moyenne mobile à 200 jours, le Kumo Weekly. Et l'aluminium high grade sera bientôt, et proche même d'être une opportunité. On est bientôt survendu, il y a les premières divergences en daily. Donc voilà. Mais clairement, des trois métaux dont je viens de vous parler, celui qui me semble le plus évident à acheter sur repli, et c'est un achat tactique, c'est bien sûr le cours du cuivre. Je continue cette présentation par faut-il acheter le maïs? Alors là, on passe du cuivre au maïs. Bah oui, le maïs, c'est bon. Franchement, dans les salades l'été, ça passe bien. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que, eh bien, le maïs rebondit. Le maïs rebondit, le maïs rebondit. Où est-ce qu'il est mon maïs? Il est là. Le maïs rebondit. Depuis voilà, la fin du mois de juin, il est passé de 405 à 440. Et lorsqu'on regarde le graphique de moyen long terme, on est quand même dans une zone basse, regardez. On est quand même dans une zone basse vieille de 2006-2007. Accumulation entre 310 et 400, boum. Grosse accumulation entre 310 et 400, boum. Là, on est venu chatouiller l'entrée de la phase d'accumulation et ça semble vouloir déjà repartir à la hausse. Alors, pas pour n'importe quelle raison, et là, je dirais que c'est très conditionnel. Pourquoi? Vous avez pu trouver des articles qui vous disent achetez le maïs cet été parce que c'est la canicule en France. Je tiens à rappeler que la France produit 16 millions de tonnes de maïs par an, c'est 1,3% de la production mondiale. Donc non, ce n'est pas la canicule en France qui va faire, premier producteur de maïs de l'Union européenne, qui va faire que c'est évident d'acheter le maïs. Par contre, au Midwest aux États-Unis, les grandes régions du centre des États-Unis, de l'Ouest qui produisent du maïs, il y a des températures élevées. Alors, on n'est pas encore en France, c'est quasiment un tiers de la récolte qui a été perdue, hein. Aux États-Unis, on n'en est pas là, mais les États-Unis, c'est 30% de la production mondiale. Et donc, si cette sécheresse au Midwest US devait durer, là, effectivement, ça entraînerait la poursuite de la remontée des cours. Mais les choses, d'un point de vue climatique, peuvent évoluer très rapidement. Donc, d'un point de vue technique, bon, on est le prix évident pour acheter, c'est plutôt le niveau des 300 et pas cette zone des 400. Et il y a quand même une incertitude climatique. Autant le cuivre, je dis, faut-il acheter le cuivre sur repli? Oui. Peut-on avoir une conviction forte que c'est le moment d'acheter le maïs? Je dis non, parce que l'argument français n'est pas suffisant et l'évolution climatique aux États-Unis cet été est encore largement incertaine. L'or et l'argent peuvent-ils repartir à la hausse? Eh bien, je vous renvoie
vers l'émission Fast and Forex que je vous ai proposée spécialement sur l'art et l'argent il y a maintenant 2 semaines, hors fin de la chute, vous expliquant que concrètement l'or et l'argent se stabiliseront, un, quand le dollar aura fini de rebondir, 2, quand le scénario d'une hausse ou de hausse de taux de la Fed sera écarté, et 3, quand l'or et l'argent seront revenus sur des supports majeurs. Le support majeur le plus évident que je vois sur l'or, continue pour moi de se trouver au niveau des 3400. Voilà, je suis pas bon, voilà, au niveau des 3400, 3500 dollars. Donc, je suis ici en mensuel. L'or essaye de se stabiliser sur la Kijun mensuelle, 3960 dollars. Si ça casse, c'est chaud. Si ça casse, c'est chaud. Si ça tient, ok, ça repart. Mais si ça casse, le marché reviendra à 3400 dollars, qui est l'ancien record historique de 1980 ajusté de l'inflation. Là, pourquoi pas? Donc, je dis, l'or peut-il repartir? Pour l'instant, eh bien, en tout cas quand cette vidéo est enregistrée, rien n'indique qu'il a trouvé vraiment son bottom. Moi, le prix qui m'intéresse le plus, c'est 3400-3500. Les 3900 Kijun mensuels, je viens de vous la montrer, c'est un niveau important à tenir. Si le marché est capable de stabiliser, de construire une base et de repartir, pourquoi pas? Mais il va falloir un peu de temps. Donc attention à ça. L'or et l'argent peuvent-ils repartir? Oui, si le dollar, qui a été la première question stratégique de ma présentation, échoue sous les 100-102 points. Si le dollar échoue sous les 100-102 points. Quant au cours de l'argent métal, le niveau qui me semble plus évident pour un achat, c'est cet énorme support technique mensuel qui a plus de 45 ans d'existence, entre 48 et 50 dollars. Entre 48 et 50 dollars sur le XAG USD. Et enfin, dernière question, le pétrole va-t-il rebondir cet été? Bien sûr, c'est une question stratégique. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, le prix du brut US impacte directement le prix du gallon. Ce prix du gallon est un des éléments que regarde la Fed de Kevin Warsh pour orienter sa politique monétaire à la rentrée. Donc, le pétrole peut-il rebondir cet été? La véritable, si vous voulez, pour écarter tout scénario de rebond du pétrole, pour écarter tout scénario de rebond massif du prix du pétrole, il faut rebasculer sous le gap haussier ouvert le lundi de mars dernier. Le marché est revenu dans le gap début juillet, proposant une toute petite divergence haussière en données journalières. Oui, il y a eu un rebond en lien avec l'actualité géopolitique de la semaine dernière. Le pétrole, pour moi, entre 67, 69 dollars et 80 dollars, est dans une zone neutre. Y a-t-il un risque de réaccélération haussière? Oui, en cassure haussière des 80 dollars. Et d'ailleurs, je vais repasser ici sur l'horizon de temps mensuel, sur le pétrole US, pour vous montrer donc que voilà, ce niveau-là, entre les 65 et les 80 dollars, ici, la zone de croisement, pardon, j'en perds ma voix, de l'Ishimoku mensuel. Voilà, entre cette zone ici, alors la grosse zone de neutralité en mensuel, c'est entre les 65 dollars et les 87 dollars. Donc là-dedans, il s'est mis en neutralité. Le prix du pétrole s'est mis en neutralité. Maintenant, je repasse en données hebdomadaires. Voilà, on est vraiment sur un marché désormais neutre entre le gap et les 80 dollars. Neutre entre le gap et les 80 dollars. Donc le pétrole va-t-il rebondir cet été? Il y a un risque, bien sûr, il y a un risque lié à l'actualité géopolitique. Pour écarter ce risque sur le plan technique, il faudrait vraiment repasser sous le gap, casser pour de bon les 68 dollars. Et là, je vous garantis que c'est un retour sur les plus bas et que le risque sera définitivement écarté. Ce n'est pas le cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Et il s'agissait donc de la dernière question que je posais dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Je vous remercie de m'avoir écouté et du début jusqu'à la fin pour les plus sympas d'entre vous. Merci à tous. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.